à tous et ravi de vous retrouver dans notre émission aujourd'hui. Nous allons parler de l'impact du volcan sous-marin sur les écosystèmes profonds, un projet mené par le Parc marin dans le cadre d'une série de conférences à caractère pédagogique intitulées Les rendez-vous du Parc marin et qui vont permettre au public et aux experts d'échanger sur les enjeux liés au milieu marin tout au long de cette année. Avec nous pour en parler, Christophe Fonfreid, qui est le directeur délégué du parc marin. Avec nous également Karan Andaza, qui est chargée de mission au sein du parc marin, et Charlotte Mussig, représentante du REVOSIMA, le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, et directrice du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Pour vos appels, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour mesdames, et soyez les bienvenus. Bonjour. Pour vos questions et vos remarques, deux numéros sont à vos dispositions. Le 02 69 60 01 à 01 et le 06 39 69 67 67. Watukufu maraba vomlona wasi mtana leo sijara hadisi de madhara ya Elzaha ilo muna ibahari yatu. Eba madhara chini juu la zoskamba de zienshuo uzimu na bahari basi hauta watu wajue tongozizo park mare uyo itia nziani mpango mbole wa mahadisi moja na wakazi ya matena na wani matala mumbal nambali kamba wa watulawia faransani waje hunu kamba watunda tongorizo ata watu alie wajue heli ya weleza watu zozi fangshi hao uzimu na bahari rangu zahalini labuha hunu maore unu mpango mbole ikomba wotu anziani na park marin tizorongwa ikomba muhaunu pia utofangishia harma kanuni nyengi tena rahaza husu ibahari yashi maore wanawasilo bani Christophe Fonfredi kwamba wede mbole wa park marin bavuna wae karanandaza undamana tena park marin ivo na Charlotte Musigi kwamba wede unu dhaminiwa BRGM inde bureau bole kwamba ushailiha na trongo uri de zizo babo mtujwa murihira harmwa isitini kavumoja au harmwa isitini na shinda sitini na saba. Alors, le parc marin a voulu faire de cette année 2022 une année d'échange entre experts, je l'ai dit, et public sur les enjeux du milieu marin. Pour quel objectif, Christophe Fonfreid? Oui, bonjour. Le parc marin, il a un plan de gestion et dans son plan de gestion, il y a des orientations pour partager en fait avec les habitants de Mayotte tout ce qu'on apprend sur le parc marin. Le parc marin, c'est toute la mer, hein, que ce soit le lagon, mais aussi l'extérieur du lagon, donc en l'occurrence le volcan. Et on reçoit souvent des chercheurs de très haut niveau, très pointus, qui soient français ou éventuellement d'autres nationalités, qui viennent pour faire des ateliers de travail avec nous, avec les chercheurs du centre universitaire. Et donc, on a décidé d'essayer en plus, à chaque fois qu'on aurait des chercheurs comme ça de niveau international, qui sont vraiment très, très pointus, de leur demander de faire des conférences pour expliquer au public mahorais ce qu'ils savent, comment ils voient l'avenir de la science à Mayotte, etc. L'idée étant c'est ce qu'on appelle l'économie bleue, d'essayer de créer à Mayotte un écosystème, je dirais, socio-économique autour de la science, autour du centre universitaire, avec des Mahorais qui sont de plus en plus formés, qui pourront s'impliquer à moyen terme dans toutes ces recherches. Alors, donc, vous proposez un cycle de conférences, on l'a dit, qui a démarré avec une thématique et non des moindres, celle de l'impact de notre tout jeune volcan sur les écosystèmes profonds. Est-ce que ce n'est pas justement trop tôt pour ce genre de... Alors déjà, je voudrais remercier tous les gens qui sont venus parce qu'on a eu à peu près 150 personnes et on en attendait plutôt entre 50 et 100. Donc on a eu un gros succès. On
on a essayé de présenter, et on le fera pour tous les prochains rendez-vous, des films, Mhm. des intervenants aussi qui ont dialogué avec le public. Ça n'a pas été une conférence où les gens, pendant une heure, ont expliqué ce qu'ils savaient. Ça a vraiment été très interactif. Et on a fait ensuite des ateliers d'échange. On a fait une petite pause. Et derrière, il y avait par groupe, en fait, les gens passaient et se faisaient expliquer par le BRGM comment le volcan fonctionnait, pouvaient utiliser des lunettes de réalité virtuelle, pouvaient discuter avec le parc marin, etc. Mm. Donc c'est vraiment cette idée d'interactivité qui est très importante. On l'a fait à Mamoudzou, mais on essaiera aussi de le faire plus largement pour les prochaines, quand ce sera un petit peu plus rodé. On Mm. essaiera de le délocaliser à l'occasion des prochains rendez-vous du parc marin, puisqu'on a l'intention de le faire régulièrement. Mhm. Et donc, pour les écosystèmes marins, qu'est-ce que ces experts qui étaient là ont pu déjà observer? Est-ce que on a eu des impacts ou pas? Enfin, on a pu observer ce genre de choses Alors déjà, ce qui est ou on est vraiment au tout voilà. début des Bon, alors recherches? on est au tout début des recherches, et en fait le volcan donc a provoqué une inquiétude légitime de la population, a provoqué des investissements lourds de l'État pour suivre les aspects sismiques, tremblements de terre, tous les aspects sécurité civile, Mm. et donc il y a un gros investissement en matière de recherche sur tous ces aspects-là. Et en fait, nous, en tant que parc marin, l'idée, c'est que tous ces investissements, en fait, vont amener du matériel sous l'eau qui va étudier ces phénomènes-là. Et ce matériel, on peut l'utiliser aussi pour étudier le vivant. Et ce qu'on a vu avec les premières images, parce que sur le vivant, donc on a déjà une vingtaine de missions hein, par des gros bateaux de l'Ifremer principalement, donc qui vont sur la zone, qui étudient tout ça. Donc on a eu les premières images, et c'est ce qui a été présenté lors de ce rendez-vous du parc marin. Les Mm. premières images donc prises à grande profondeur, hein, 3500 mètres, la profondeur du volcan, jusqu'à moins 1000 mètres plus près de la côte. Alors on a vu des animaux qui sont là normalement, hein. Il y a des images de poulpes hein, à 3500 mètres de profondeur. C'est quand même des choses qu'on ne voit pas tous les jours, mais ça, c'est pas lié au volcan. Ce qu'on a vu par contre, assez près de Mayotte, c'est il y a mais ma collègue du BRGM l'expliquera mieux, il y a tout un tas de dégazage de méthane ou d'autres molécules. Et en fait, autour de toutes ces molécules, on a le développement de tapis bactériens. Donc on a des toutes petites bactéries, mais qui sont très nombreuses, donc qui forment des tapis. Et en fait, c'est peut-être le début d'une chaîne alimentaire. Il y avait 2 images de crevettes, sans qu'on puisse savoir si ce sont des crevettes qui sont là parce qu'elles viennent d'ailleurs ou si elles sont déjà liées à l'écosystème. On est au tout début. Et en fait, les chercheurs de l'Ifremer qui étaient là avec nous, donc qui expliquaient tout ça, avant, ils ont fait 2 jours de séminaire avec les gens du centre universitaire, avec l'IRD au sein du parc marin, pour voir justement qu'est-ce qu'on allait pouvoir étudier, quels appareils on allait Mm. pouvoir envoyer sous l'eau, et qu'est-ce qu'on allait pouvoir trouver, acquérir comme connaissance à Mayotte. Et l'idée, c'est d'arriver de faire de cet accident, qui peut être un peu anxiogène, en faire un atout pour Mayotte, un atout pour le développement de la science et le développement économique, tout simplement, à Mayotte. Donc on Mhm. est au tout début, et donc on a beaucoup de questions par contre. Et donc là, beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on met en place pour voir dans quelques années comment Mm. tout ça se développe. Et on a aussi après des aspects qui sont à mi-chemin entre l'hydrothermal, entre la géologie et le vivant, qui sont Mhm. les cheminées hydrothermales, parce qu'on est à un endroit où il n'y a pas de lumière. Mm. Donc il y a de la vie sans lumière. Et la Mm. vie sans lumière, c'est quelque chose de très particulier. Donc c'est de la vie qui va se développer autour de ces molécules chaudes, de cette chaleur qui sort du fond de la mer par les aspects volcaniques. Et ça, on le connaît sur la planète, mais on le connaît quand c'est installé. En fait, on n'a jamais étudié la création, la manière dont ça peut apparaître. Et Mm. peut-être qu'à Mayotte, ça va apparaître. On ne le sait pas, Mm. bien sûr. Mais donc là, on est en train de faire tous les points zéro pour étudier tout ça. Donc c'est passionnant pour la Alors, science. on va justement écouter Charlotte Mussig par rapport à cela. Les recherches hein, qui ont été menées jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a pu vraiment découvrir qui serait en lien avec ce qu'il vient de dire aujourd'hui?
On est tout à fait dans la même dynamique. Alors, on a peut-être un petit peu plus d'avance parce que nous, on a étudié les phénomènes vraiment physiques, hein, ce qui se passait parce qu'on était en phase un petit peu de découverte suite à ces essaims de séisme, donc ces tremblements de terre répétés. Donc, on s'est d'abord intéressé, nous, à comprendre ce qui se passait et comment ça se passait. Et donc, on a découvert plusieurs choses. Le fait qu'il y ait ces tremblements de terre à répétition. Donc, aujourd'hui, on n'en sent plus, mais par contre, on a toujours une dizaine de tremblements de terre tous les jours, que l'on mesure avec les appareils de mesure que l'on a à terre et qu'on appelle des sismomètres. L'île s'est enfoncée aussi, ce qui nous a permis d'émettre l'hypothèse qu'il y avait une grande chambre magmatique, une grande poche de magma sous nos pieds qui s'est vidée. En se vidant, l'île de Mayotte s'est enfoncée. Donc ça aussi, on l'a mesuré. Aujourd'hui, on ne s'enfonce plus. Mais ça nous a permis de comprendre, ce phénomène nous a permis un peu d'avoir des hypothèses sur le fonctionnement géologique de la région. On a eu également la création d'un nouveau volcan avec des émissions de lave. Alors celles-ci aussi, depuis plus d'1 an, elles se sont arrêtées. En tout cas, on n'en détecte pas de nouvelles depuis les dernières campagnes réalisées avec les bateaux de la flotte océanique française. Par contre, on a effectivement ces panaches gazeux qui se trouvent entre 10 et 15 km de petite terre, profondément. On se trouve à 1500 mètres de profondeur, 1,5 km sous la surface de l'eau. Et on a des panaches de taille importante. Et ceci, par contre, à chaque fois qu'on retourne voir, qu'on fait des mesures, on se rend compte qu'il y a un nouveau panache. Donc cette activité, par contre, elle va croissant. Alors, on ne peut pas dire jusqu'à s'il y a de nouveaux panaches qui vont se créer, mais effectivement, cette activité s'est mise en place petit à petit et continue à se développer. Et donc là, nous aussi, on continue à suivre, plutôt pour des questions de sécurité civile, c'est-à-dire que si le nombre de tremblements de terre, leur localisation, le nombre d'émissions de gaz venait à changer considérablement, on pourrait peut-être s'inquiéter d'une nouvelle éruption ou quelque chose comme ça. Et nous, là, c'est vraiment le travail du réseau, du REVOSIMA, donc le réseau qui suit cette activité sismique et volcanique, de surveiller et d'éventuellement alerter si toutefois il y avait un changement d'activité. Alors, il a évoqué tout à l'heure, hein, la nécessité d'avoir aussi le matériel qu'il faut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vraiment pour Alors, pouvoir... oui, alors aujourd'hui, il y a eu quand même des déploiements d'instruments de mesure d'ampleur, hein, parce qu'on avait des instruments de mesure à terre, mais qui ont considérablement été augmentés par rapport à ce qu'on avait précédemment. On a eu de nombreuses campagnes océanographiques. C'est vraiment des très gros bateaux avec des potentiels qui sont à la pointe au niveau scientifique. Donc, c'est une chance d'avoir pu avoir autant de missions sur place pour comprendre ce qui se passait. Et puis, le déploiement au fond de la mer de pas mal d'instruments de mesure, comme des sismomètres, c'est-à-dire des appareils qui mesurent les tremblements de terre, mais qui sont placés au fond de l'eau, donc qui permettent de mesurer très précisément où se situent les tremblements de terre. Des hydrophones, donc ça, c'est des appareils qui écoutent en quelque sorte le bruit sous-marin. Et tout ça, nous, ça nous permet d'essayer de comprendre d'où vient le magma, comment le volcan s'est formé, comment aussi essayer de mieux situer l'histoire de Mayotte, parce que Mayotte est une île volcanique aussi, il faut le garder en tête. Enfin, tout ça s'insère dans un processus géologique très long. Et c'est peut-être produit par le passé, parce que quand on regarde les fonds sous-marins, on voit que ce nouveau volcan, ce n'est pas du tout le seul que l'on voit sous l'eau. Il y a d'autres édifices volcaniques, d'autres cônes volcaniques, d'autres petits volcans qui sont sous la mer. Donc ce phénomène, il s'est sûrement déjà produit par le passé, il y a sûrement très longtemps, enfin pas à l'échelle humaine. Et donc on essaye de comprendre tout ça pour pouvoir peut-être anticiper ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà.
Mhm. Karina sar lagu mwanapavi Ishmaore leo sijua mamtianzia ni mpango tsunu au tsahau jua swafi zini zifanyishi hao yani madhara ya ilzaha munina zozenshio uzimu na bahari mtushinda mwerelize swafi mana tini mwaja mwatia mziani mpangoni isa mustamatini munuvani musaidwa nambani tena. Park marin tianzi yani mparana unu amana harmai fikira yani buku ingawa fikira za park marin voa shitu iro orientation de gestion yani ini si rongo amba yako lazimu aka voa shitu yapatana na yani sayansi yani matwalio ifainilwao moni na park marin mana park marin isirenga imwamba na kula bahari ya Faransa ilo karibu na shito ya Maore. Donc yako lazimu amba wasi ri hadisi na wakazi lazimu wakazi waelewe shitu zivirao. Donc zahalini shitu sorongwamba ya muhimu mana ona dampia wa Korea. Donc rirenge kamba vavor sorongwamba ulawa na vani ya shitu ya vira zuzi mparanuini rtofana mparano yangina na wakazi rihandisa mamuzu be karto zifanya tu mamuzu be rtsendrana komini mbali na mbali za Maore rinrapare wakazi hadisi na wao rwaeleze hazi ya turifanyao mana ini zahalini yani vwa shama ya tulo vavo iro rivosemayo vwa mawajuzi scientifique matawalamu walao mbali na mbali walao swafi Faransa noho na mbali oho tena waja vani wajo wakojo twalia shitu zvirao harmwa shivande yanse mana batraipara yani zaha lambali harmwa majoho tinoho beka isi mbali na Maore ya karibu na Maore basi yo ivingi mataalamu wavingao na mazombo yani zombo mabole mba watojua watwalie shitu zivirao mono shitu zilio waone shitu zilio mana voka kamera itulo mono waona shitu zilo karibu na za shitu zivirao mana voashidza be voazombo stwalia pare jue heli shitu zibibi na kula shitu zilo moni heli basi eba mana jamba izo makazi mwasikiza mbele harwa mahadisi yangu ya vira ya waele ya vira de utamu jue swafi tambutini madhoratini kwamba de zahalini livingao munubani mkambenua video masanamwe ya ngisizao madza heli tuzo zensho uzimu tini swafi de alawana na msomo wa handravo musomo handrano kartojora rongomba maza ripara pia zishiturako zilindilia mana rasa ya rifanya kaya virahale shituni ajiri donc rutojua rongo tomba zombo za katilo zinyese za mabibi na zilo monoho yani video yense za sanamwe kasparana shivanza yanti voa sparano shivanza yanti mana maripwedza mutu ipara kalene watu waiwono mona kamera yo vanovulio idzaha donc bevala surunga yo mkini pwedza kalite yangine mana ikamijuza mwana pavi tside espesi yo yani mutu iparao haruma hunu be pwedza kamwe mparano mono rasa matwalio isendele ya varkarto rongomba para pia zizana be resimia mungomba mbelo raifanya mparano yangina rtojua pare yani maelezo zaidi. Alors on parle du volcan, mais est-ce on sait à peu près quel impact justement l'activité sismique peut aussi avoir sur ces écosystèmes Eh bien non, on ne sait pas. C'est ce qu'on voudrait savoir. Donc là, on a le début, donc on a tous ces microbes qui sont en train d'arriver sur ce dégagement gazeux dont a parlé ma collègue. Il va y avoir un gros programme d'équipement en fait du fond de la mer pour étudier le volcan. Le volcan sous-marin, il est à la fois très loin parce qu'il est très profond, mais en même temps, il n'est pas si loin de Mayotte. La zone des dégagements gazeux est à 10-15 km. Et donc, pour la première fois au monde, peut-être,
il y a un projet d'équiper avec un câble sous-marin, comme un câble téléphonique, si vous voulez, de poser un câble, en fait, entre Petite Terre, à peu près vers l'aéroport, en fait, un câble sous-marin qui pourrait aller jusqu'à la zone des dégagements gazeux, sur lequel il y aurait tous les appareils, donc qu'a mentionné ma collègue, pour étudier la sismique, la géologie, etc. Et on est en train de réfléchir à quels autres appareils on pourrait mettre pour étudier le vivant. Parce que ce câble, il va emmener de l'énergie et il va pouvoir ramener des données. Et donc, ça coûte très très cher. On n'aurait jamais pu se payer ça à Mayotte. On peut se le payer parce qu'il y a le volcan, parce qu'il y a des problématiques de sécurité civile. Et donc, l'idée qu'on en a, c'est de faire de ce problème un atout. Et donc, les scientifiques étaient là pendant toute la semaine pour discuter de quel type d'appareil on allait pouvoir mettre pour mesurer l'évolution de la composition de l'eau, pour mesurer l'apparition des premiers êtres vivants. Et on va pouvoir aussi voir, donc aller jusqu'aux poissons qui sont éventuellement pêchés par les pêcheurs. Donc ça intéresse le parc marin aussi en termes de gestion. Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce qu'il va y avoir une modification de la composition de l'eau de mer qui va finir quand même si c'est profond, par remonter en surface, avoir un impact sur les poissons? Est-ce que ça va modifier, je sais pas, le déplacement des baleines, par exemple? Et on n'est pas très loin non plus de la barrière corallienne. Est-ce qu'il va y avoir une acidification, par exemple, qui va modifier peut-être, qui va avoir un impact sur le corail? Donc on va pouvoir étudier tout un tas de mécanismes, étudier peut-être, ça peut avoir des conséquences sur la gestion du parc marin, ça peut avoir des conséquences, je vous dis, pour les enfants de Mayotte. C'est l'occasion de les inciter à faire des études scientifiques et à revenir ensuite au pays pour travailler dans tous ces domaines-là, que ce soit la géologie, le vivant, l'environnement, la biologie. Donc c'est un terrain de jeu, en fait, pour la science, qu'on doit mettre à profit aussi pour la gestion du parc marin et qu'on doit mettre à profit pour l'économie bleue. C'est ça, l'économie bleue. On parle d'économie bleue. C'est quoi l'économie bleue? C'est, entre autres, tout ce qu'on va pouvoir développer autour de ça, parce que ces appareils, ces instruments de mesure, ils n'existent pas tous aujourd'hui. Il va falloir réfléchir, il va falloir trouver des solutions techniques. Donc il va y avoir des chercheurs, mais il va aussi y avoir des techniciens, il va y avoir besoin de marins, de bateaux, et tout ça va passer par Mayotte. Donc c'est une vraie occasion, en fait. Et c'est ça le travail du parc marin, c'est protéger les écosystèmes, mais c'est aussi le développement durable. Et là, on est dans du développement durable, on casse rien, on étudie. Tout ça se passe dans un parc marin, donc en plus, il y a des mesures de gestion, c'est-à-dire que toutes les campagnes scientifiques sont soumises à avis du conseil de gestion du parc marin, donc c'est vraiment, on coche toutes les cases. C'est une vraie chance pour Mayotte. Charlotte Mussig, quelles sont aujourd'hui les méthodes vraiment employées lors de ces campagnes d'exploration? Donc, c'est des méthodes. Donc, déjà, je voudrais rebondir sur ce que disait mon collègue. On est vraiment sur. Là, il fait un focus sur tout ce qui est écosystème, mais c'est effectivement exactement le même processus pour nous sur les phénomènes plus physiques, plus géologiques, sismologiques, volcanologiques, parce que le volcanisme sous-marin, c'est le volcanisme le plus développé sur la planète, sauf qu'on est rarement là lorsqu'il se produit. Donc pour nous aussi, c'est et pour les scientifiques d'ailleurs, de manière générale, une chance de pouvoir être là lorsqu'il se produit et de pouvoir le mesurer. Aujourd'hui, la difficulté quand même, c'est que c'est pas si loin que ça en effet, mais c'est quand même à 1500 mètres de profondeur, en tout cas pour ces zones d'émission de gaz. Et pour le nouveau volcan, il est à 3500 mètres de profondeur. Donc ça reste quand même des milieux difficiles d'accès. Et donc on essaye de comprendre et de suivre par voie dérivée, en envoyant des sous-marins, en faisant des mesures justement des tremblements de terre, des mesures acoustiques, si vous voulez, en envoyant des ondes dans la colonne d'eau, dans l'eau qui se situe entre le fond sous-marin et la surface, pour déceler des dysfonctionnements et les analyser et savoir ce qui se passe. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a des panaches. Donc voilà, on essaye de comprendre à distance. Et ce projet d'observatoire sous-marin, avec ces câbles, avec des instruments de mesure qui vont être plus près,
vont nous permettre de pouvoir suivre à chaque seconde ce qui se passe et au plus près, donc de manière très précise. Donc là-dessus, on va faire vraiment un grand pas dans la connaissance et dans le suivi en temps réel. Et là, ça va être vraiment un objet d'étude exceptionnel parce que ça existe très peu dans le monde. Ce genre d'observatoire existe pour différents volcans, comme à La Réunion ou aux Antilles, mais c'est des observatoires terrestres, donc avec d'autres dispositifs, même si c'est un peu les mêmes qu'on essaye de mettre sous l'eau, mais avec des contraintes supplémentaires. Donc il y a vraiment des avancées scientifiques qu'il va falloir faire pour mettre en place cet observatoire. On se donne d'ailleurs quelques années pour le faire, puisque l'objectif de la mise en place de cet observatoire, c'est pour 2026. Donc c'est à la fois long et très court, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. C'est plus de 70 à 100 km de câbles qui vont être mis dans l'océan et tout un tas d'appareils de mesure, donc, dont certains dont on sait à peu près les caractéristiques, d'autres qu'il va falloir développer. Et puis, tout un champ de discipline ou d'interprétation de données qui va s'ouvrir, puisque aujourd'hui, on utilise certains appareils pour suivre les tremblements de terre, mais ils pourraient aussi permettre, moyennant d'autres analyses, de suivre le déplacement des mammifères marins, par exemple. Donc là, on a vraiment plein de possibilités qui s'offrent à ce territoire. Alors, l'impact du volcan, des séismes sur les écosystèmes ne peut pas être que négatif. Est-ce qu'on peut avoir à partir de là aussi d'autres écosystèmes, des nouveaux qui apparaissent? Est-ce que... Bah, s'il y a des cheminées hydrothermales qui se développent, comme on en voit ailleurs, sur des failles volcaniques actives, vous avez des écosystèmes profonds la source d'énergie n'est pas le soleil. La source d'énergie va être cette chaleur qui vient du sous-sol. Et vous pouvez avoir le développement, effectivement, d'écosystèmes complètement particuliers qui mériteront peut-être qui sont plus d'être protégés résistants? aussi. Bah, ils sont différents, ils sont adaptés à des conditions, à des conditions de pression énormes, ils sont adaptés au fait qu'il n'y ait absolument aucune lumière, au fait qu'il n'y ait pas d'énergie solaire. Donc ça va être, si mes souvenirs scolaires sont là, basés sur le soufre ou des choses dans ce goût-là. Donc c'est des choses qu'on connaît très très mal. Donc c'est profond, comme le disait ma collègue, mais c'est pas si profond et on a fait des progrès. Donc on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Et l'idée, c'est de faire de Mayotte un centre justement pour toute cette science et pour Mmh. cette connaissance. Après, il y aura peut-être des mesures de protection à prendre, puisque effectivement, ce sera peut-être des zones qui seront, en tout cas au moment de leur développement, peut-être plus fragiles, qui mériteront d'être préservées. Et après, il y aura aussi peut-être des impacts sur la pêche à moyen terme. En tout cas, on l'étudiera et on essaiera de répondre aux questions des pêcheurs en la matière. Mmh. Karanadaza, ebaloba ni harmwa kwamba ni watu waangaliao zile uzimu, ebale watu watsojua waangalie voka tsojua ketumba tuzimfanya uzimenye hao au harmwa zini nekade izo zienshiwo wohovo tsojua buje zangine zangimeni. Hele akarongwa vavo mba vutsotulwanziani vocablo isendraho be tsy havasavany io hazitorenga mida ya utianziani kabla tayo wasilovani dza Yo ilio les hazi tsojua zifanyishie. tsofanyishia oho donc wantu watsojua mba vukeshitu karisijua tsojua ukeshitu nzuzuri tsidetu shitu zimenye hao mkini utsojua rone shitu zangina mpia ijao yortsojua wakati hiyo. Mmh. Alors, est-ce que les missions, par exemple, les missions que vous avez citées et celles que vous avez parlé ou avec qui vous travaillez, est-ce que ce sont des missions identiques? Est-ce que quand c'est les mêmes... Oui, tout à fait.
donc ce qu'on appelle le REVOSIMA, là, ce qui est donc un acronyme pour Réseau de surveillance sismologique et volcanologique de Mayotte. C'est en fait un groupe de plusieurs organismes qui se sont associés pour conduire ces missions, parce qu'il y avait besoin d'une multidisciplinarité, c'est-à-dire d'avoir des compétences variées pour pouvoir justement comprendre ce qui se passait et pouvoir le comprendre alors que ça se passait à des profondeurs importantes et qu'on ne pouvait pas, juste en regardant ou en prélevant des roches, ça ne se faisait pas simplement. Et donc, il a fallu vraiment allier les forces de plusieurs organismes. Et donc, le cœur de ce REVOSIMA est constitué donc, du CNRS, de l'IPGP, de l'IFREMER et du BRGM. Et donc, et maintenant, le REVOSIMA est beaucoup plus gros et beaucoup d'autres partenaires sont associés et travaillent ensemble pour pouvoir mener à bien ces campagnes océanographiques, assurer la mise en place d'instruments de surveillance, la maintenance de ce réseau de surveillance, parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments de mesure qui sont installés à terre, que ce soit donc des sismomètres pour mesurer les tremblements de terre, une station de mesure des gaz, des GPS pour mesurer le déplacement de l'île, et un réseau également d'autres types de stations qu'on appelle magnétotelluriques qui permettent de sonder jusqu'à très profond sous la terre et pouvoir justement essayer de comprendre où se situent ces grandes chambres magmatiques. Et tout ce réseau, tous ces instruments de mesure, ça nécessite beaucoup de forces vives, beaucoup de personnes qui travaillent dessus pour l'entretenir, le faire vivre, analyser les données, parce que c'est pas tout d'avoir des instruments de mesure qui mesurent des choses. Derrière, il faut regarder ces données, les analyser. Des fois, ça demande aussi des temps de traitement assez importants. Ça, c'est ce qu'on fait à terre quotidiennement. Et puis, on a ces missions sur des bateaux. Donc, c'est des missions de grande ampleur sur plusieurs semaines. Et là, on cartographie le relief sous-marin, justement pour essayer de voir s'il n'y a pas eu des émissions de lave, des nouveaux petits volcans qui se seraient formés. On regarde ces panaches gazeux. On effectue aussi des prélèvements de roches. Donc là, on envoie des grandes pinces en profondeur qui raclent le fond pour ramener des roches. Ensuite, ces roches, il faut les analyser et elles nous permettent aussi de comprendre le cheminement qu'elles ont suivi avant d'arriver sur le plancher océanique. Et donc, elles informent sur la profondeur à laquelle elles se sont formées, peut-être si elles sont séjournées dans une chambre magmatique un peu moins profonde, et de quelle manière elles sont sorties. Et la nature de ces roches permet de dire si le volcanisme est effusif, c'est-à-dire avec des coulées de lave, ou plutôt explosif, avec, comme son nom l'indique, plutôt sous forme d'explosion. Et tout ça, ça nécessite de multiples compétences. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment associé en réseau pour pouvoir répondre sur les différentes disciplines que cette étude de cette activité nécessite pour y répondre. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus parlé des risques de tsunami dont on a aussi beaucoup parlé à Mayotte. Ça aussi, c'est encore une autre discipline qui est presque complètement différente, puisque c'est pas... C'est des phénomènes, un phénomène par ricochet, par conséquence. Mais voilà, toutes ces disciplines-là ont dû être traitées et donc ça monopolise beaucoup d'organismes français essentiellement. Alors, comment est-ce que l'impact du volcan, il est que sur ces écosystèmes profonds? Qu'est-ce qu'on a pu observer au sein du parc marin aujourd'hui en surface depuis que ce volcan est apparu? Il y a un impact indirect, ou très direct. C'est que l'île ne s'enfonce plus depuis un an, mais l'île s'est quand même enfoncée de 20 cm assez rapidement. En tout cas, à l'échelle géologique, c'est très rapide. Alors ça, évidemment, pour Mayotte, c'est un problème. C'est un problème grave. Ça va plus vite que prévu. Mais en même temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau mondial, le réchauffement climatique, malheureusement, se concrétise de plus en plus. On a été alerté encore il n'y a pas très longtemps par les travaux du GIEC sur l'aspect vraiment préoccupant de la chose.
avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, c'est des choses qui sont passées un peu au second plan, mais en même temps, là, les prévisions commencent à être vraiment très, très pessimistes, hein, à moyen terme. Et donc quelque part à Mayotte, on est malheureusement, je dirais, mais un peu en avance sur le phénomène puisque c'est pas l'eau qui est montée de 20 centimètres, c'est Mayotte qui s'est enfoncé de 20 centimètres. On a presque un laboratoire pour voir ce qui va se passer ailleurs dans 20 ans ou dans 50 ans. Toutes les difficultés qu'on a avec actuellement, hein, sur la montée des eaux, en fait, à Mayotte, c'est aussi la conséquence de l'enfoncement de l'île lié au volcan. Vous savez que maintenant, presque à chaque marée importante, on a des alertes. On a des alertes météo presque à chaque fois maintenant. Et donc, il y a tout un tas d'habitations, de routes qui sont aujourd'hui en danger. Et, et c'est pareil, c'est de ce danger, de cette difficulté, il faut qu'on arrive à en tirer quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche des solutions durables pour faire face. De préférence, autre chose que construire des digues. Parce qu'à un moment, la digue, vous ne pouvez pas monter une digue d'1 mètre tous les 10 ans. Donc, est-ce qu'on peut trouver des solutions avec la mangrove? Est-ce qu'on peut trouver des solutions en travaillant différemment? Est-ce qu'on peut trouver des solutions en réduisant l'érosion? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour ralentir les phénomènes, pour construire Mayotte de manière un petit peu différente, en laissant certaines zones et en privilégiant d'autres? Toutes des solutions basées sur les écosystèmes, sur la résilience, la résistance des écosystèmes, plutôt que sur de faire du béton, qui, effectivement, à court terme, peut être une solution, mais qui, à long terme, en fait, vous construisez un mur là pour arrêter les vagues. En fait, ça creuse sur les côtés du mur. Vous faites que renvoyer le problème, quelquefois empire sur la commune voisine ou sur votre voisin. Donc, quelque part, on a ce phénomène plus qu'ailleurs à Mayotte, à cause de cet enfoncement en l'île, qui est quelque part une conséquence aussi du volcan. Donc oui, le volcan, en fait, il impacte nos vies largement. Et c'est une difficulté, mais le parc marin, nous, on plaide pour que de cette difficulté, on fasse une chance. Par nos actions, par notre réflexion, par la manière dont on va travailler tous ensemble. C'est important de travailler tous ensemble, hein, vous l'avez dit, mais aucun d'entre nous tout seul n'a la solution. C'est vraiment la mise ensemble à la fois des compétences scientifiques, mais aussi des connaissances des gens sur place, hein, qui quelquefois ont des connaissances très anciennes et ont des solutions en fait. Et donc il faut qu'on arrive à échanger entre nous. Le conseil de gestion du parc marin est fait pour ça, pour arriver à sortir de cette difficulté, de faire de cette difficulté une chance. Et comment donc va s'articuler ce suivi maintenant parce que là, vous avez, on a parlé de ces impacts-là, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors maintenant, le programme, c'est d'équiper pour suivre. Donc ça, c'est déjà Alors, 2025, il y a des missions 2026. qui sont en cours Il y a 2 ou dans 3 le missions tous Sud. les ans, hein, depuis des années. Voilà, la prochaine mission, là, c'est en juillet. Donc, on diminue un peu les fréquences. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des fois jusqu'à 4 missions par an au tout début, parce que vraiment, on s'inquiétait de ce qu'il était en train de se passer. Là, on a des dispositifs un petit peu différents. Et donc, on aura une mission, voire 2 cette année, selon les résultats de la première mission qui aura en juillet. Enfin, vraiment une grosse mission océanographique, pas uniquement les missions de relève des instruments de mesure qui sont sur place. Ça, c'est ce qui se passe en mer. Après, sur ce qui se passe à terre, ça nécessite, voilà, en termes de conséquences, comme on disait sur la subsidence, sur ce qu'il est possible de faire. Donc là-dessus, il y a plusieurs organismes, dont le BRGM, qui commence à s'intéresser justement à l'impact de cette subsidence. On a aussi le CUFR, donc l'Université Adam-Béni, qui s'intéresse aussi à ces conséquences-là, en fait. Hein, et puis, aussi proposer des solutions en termes de gestion par rapport à ça. Et donc ça, après, c'est de l'urbanisme, hein, là. Hein. Enfin, on est vraiment sur une politique de gestion du territoire et d'urbanisme. Nous, là, le BRGM ou CUFR, par exemple, on est là pour apporter de la connaissance, observer, comprendre, faire un diagnostic, proposer des solutions. Mais malheureusement, nous, les solutions, ce n'est pas nous qui pourrons les mettre en œuvre. Alors, est-ce que donc on a parlé là
de cette première conférence sur l'impact du volcan. Quelle est la suite, Christophe Eh Onfray? bien, écoutez, a priori, on part sur 2 nouvelles conférences cette année. Donc, une conférence qui sera en fin d'année sur toute la problématique du bruit sous-marin, avec les hydrophones, dont des hydrophones qui, entre autres, équipent le volcan et qui peuvent servir aussi à écouter d'autres choses. Donc, on est en train de développer au parc marin des programmes européens pour écouter les mammifères marins, pour écouter le bruit des bateaux, etc. Donc, il y aura des scientifiques qui vont venir en fin d'année qui sont assez pointus sur ces sujets-là, et ça sera l'occasion de présenter ça à Mayotte. Et on a le prochain rendez-vous du parc qui s'appelle la mise en lumière des zones obscures du récif, qui est en fait des scientifiques qui étudient la zone entre moins 100 mètres et moins 150 mètres de profondeur. Mm. Donc, on a encore un petit peu de lumière, hein. On n'est pas à 3000 mètres de fond, mais on a déjà plus beaucoup de lumière. C'est la zone du clair-obscur. C'est une zone qui est très mal connue parce il est assez difficile d'y aller. Les plongeurs s'arrêtent en général à 40 mètres, 60 mètres. Donc, on envoie des systèmes, des robots. Et maintenant, avec le développement des nouvelles techniques de plongée, il y a des plongeurs qui sont capables de descendre à 100 mètres, etc. Et le parc marin, on a financé une étude de cette zone-là pour essayer de découvrir, et on a découvert alors de nouvelles espèces, soit de nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas du tout sur la planète, soit des espèces qui n'étaient pas connues à Mayotte. On cherche aussi à savoir si ces zones-là ne sont pas des zones de refuge pour des espèces qui pourraient être trop impactées par l'activité humaine. Et donc, on va avoir un film sur une zone vraiment très méconnue, avec, je pense, de très belles images d'organismes marins. Et il y aura une conférence donc, des experts qui seront là à cette occasion pour expliquer, pour interagir avec le public. Et il y aura à nouveau des ateliers, notamment sur la plongée en recycleur, qui se développe beaucoup à Mayotte, donc qui permettent de descendre à plus de 100 mètres de fond avec des appareils spéciaux. Donc on aura sur le même format que ce qu'on a fait sur le volcan, sur la zone, ce qu'on appelle la zone mésophotique. Donc je vous invite tous, vous pouvez déjà cocher dans vos agendas le 26 mai à la Croisette, le prochain rendez-vous du parc marin. Charlotte Mussig, pour finir. Alors, nous, on va faire un petit peu de pub aussi. Donc, le Revocima produit des bulletins simplifiés. Donc, après avoir passé une année ou deux à essayer de vraiment comprendre ce qui se passe, on commence aussi à essayer de faire plus de pédagogie. Et donc, depuis 1 an maintenant, on a des bulletins simplifiés qui sortent tous les mois, un petit peu comme de la météo du volcan, qui donnent des informations sur le nombre de séismes que l'on a mesurés, l'enfoncement de l'île, et on a tous les mois donc une photo et une question du mois à laquelle on essaye de répondre. Ce bulletin, il est en français, il est en shimaoré et en kibushi. Il est publié sur la page Facebook du Revocima. Et on invite donc, d'une part, tous ceux qui auraient des questions à nous les poser sur cette page Facebook. Comme ça, nous, on pourra y répondre. On saura quelles sont les questions que se posent les Mahorais, et on essaiera d'y répondre le plus simplement possible. Et puis d'autre part, si on cherche aussi des occasions de diversifier nos supports de pédagogie, et pourquoi pas faire tous les mois une petite présentation de la météo du volcan à la radio ou à la télé pour justement informer de où on en est de l'activité sismique et volcanique à Mayotte. Merci, on en a grandement besoin. Merci à vous, à Charlotte Mussig, à vous également, à Karanan Daza et Christophe Onfray d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bel après-midi.